Mama vielleicht mal singen das Lied. Od Reisele a Eisele a Pracht, od Tier der Tate von Jair, a Eisele gebracht. O ihr Eisele, hast du a Eisele, mit Wissler Kurzinke, o Jahrenlang. Rede dich, fleckt sie mir sagen. A du, wenn dein Bube zurückkommen von Sibir, wirst du davon reden, dich mit ihr. Sie wird dir erzählen. Na, so ist es gewesen. Quand la Seconde Guerre éclate, mes parents fuient, enfin c'était juifs polonais, tous les deux, ils fuient les nazis. Mon père, lui, part avec son frère de Cracovie dès le 1er septembre 1939. Il laisse ses parents, ses sœurs. Ses sœurs ne voulaient pas laisser les parents seuls. Les parents se sentaient trop vieux pour les suivre. Donc il fuit avec son frère. De l'autre côté, ma mère, elle qui est née à Wilno en 1923, qui a passé toute son enfance à Wilno, et se trouve à Minsk, en Biélorussie, quand la guerre éclate, c'est-à-dire quand il y a l'invasion d'Hitler en Union soviétique, c'est-à-dire le 22 juin 1941. Elle n'a que 18 ans, elle court sous les bombes et elle laisse la ville en flammes. Tous les deux s'enfuiront, chacun de leur côté, et parcourront plus de 6000 km jusqu'en Ouzbékistan. Là, ils se rencontrent, ils passent donc une grande partie de la guerre, et en 1945, ils se marient à Samarcande. Maman, après une première grossesse où elle perd son enfant parce qu'elle avait attrapé le typhus, elle est enceinte de moi. Et elle est enceinte de moi pendant tout le voyage qui les ramène donc en Pologne. Tout au long de ce voyage, qui était un voyage extrêmement pénible. Là, ils voyageaient donc dans des wagons à bestiaux. Et la première halte fut Belzec. Et là, ils apprennent ce qui s'est passé. Ils espéraient vraiment retrouver les leurs. Ils continuent et lors d'un arrêt, le wagon est attaqué. Il est attaqué et pillé par des Polonais qui attaquent les derniers wagons. Mes parents, eux, se trouvaient au début près de la locomotive. Les hommes, dont mon père, mes oncles, descendent se battre. Ils étaient munis de ce qu'ils avaient, des bâtons, des barres de fer, menacent le conducteur et le wagon peut repartir. Ça, c'était le deuxième choc. En juillet 1946, ils apprennent donc le pogrom de Kielce. Et là, ils prennent vraiment peur. Mourir après tout ce qu'ils avaient survécu, la guerre, la famine, les maladies, le typhus, la malaria, mourir aux mains des Polonais, donc ils prennent peur et décident vraiment de quitter définitivement la Pologne. Ils ont un seul rêve, c'est d'arriver en Palestine. Seulement, il leur faudra encore passer beaucoup de frontières. Et la première, c'est l'Autriche. Là, ils arrivent à Ebensee. Ebensee était un camp, c'était l'annexe de Mauthausen, et qui avait été transformé en camp de réfugiés pour personnes déplacées. La maman est sur le point d'accoucher. On la place dans une des chambres des anciens SS qui venaient juste de déserter il y a quelques mois. Et donc là, c'est là que je vois le jour, donc le 15 décembre 1946. Les parents sont partis en Allemagne. Ils sont passés, donc la maman pouvait un petit peu travailler. Elle avait été infirmière, elle avait terminé ses études.
Et en Allemagne, elle a travaillé. Papa, lui, n'avait aucune qualification. Moi, j'étais née, il s'occupait de moi. Après être resté quelque temps en Allemagne, nous arrivons enfin en France, avec mon oncle toujours. J'avais presque 18 mois. Mes parents avaient comme seul bagage 2 valises. L'une était en fer, remplie de farine. Ils pensaient qu'ainsi, ils pourraient faire à manger en arrivant à Paris. Ils devaient fixer un rendez-vous aussi à des personnes qui devaient venir à leur rencontre. Et papa, très fier, voit un panneau sorti et donne rendez-vous donc au métro sorti. Ils étaient des Griner. Les Griner étaient les Juifs d'après-guerre, les Juifs des pays de l'Est, les immigrants. Arrivés à Paris, donc on avait un petit appartement, enfin une chambre de bonne, rue avenue de Clichy. Maman m'emmenait au square des Batignolles et là je joue dans le bac à sable avec un petit garçon de mon âge. Et sa maman l'interpelle en yiddish. Donc les 2 femmes font connaissance et maman tout de suite lui demande, puisque ton mari est ailleurs, est-ce qu'il n'aurait pas du travail pour le mien? Donc papa rejoint l'atelier de Fabien, il s'appelait Fabien, qui lui donne un travail, pas de tailleur, puisque il n'était pas tailleur, mais de presseur, parce que repasser, ça demandait moins de qualification. Fabien a pris le métier de tailleur à papa plus tard, ils se sont même associés. Les 2 familles sont restées amies toute leur vie. Lorsque mes parents m'accompagnent à la maternelle le premier jour, je rentre furieuse. Je dis à mes parents, mais qu'est-ce que c'est que cette école? Les enfants ne parlent pas du tout français. Et c'est moi qui avais fait évidemment la confusion, puisque je parlais yiddish. Papa avait appris le métier de tailleur après la guerre, avec beaucoup de peine, il faut dire. Mais il s'obstinait à nous faire des vêtements, à ma sœur et moi. Alors il se servait de coupons, de chutes, de ce qu'il avait dans l'atelier. Je me souviens qu'un jour, c'était la mode des Duffel-Coat. Les petites filles à l'école portaient toutes des Duffel-Coat, de couleur bleu marine, parfois grise. Et je lui ai demandé donc de m'en faire un. Pas de problème, papa trouve un coupon. Vraiment, c'était un coupon de couleur bordeaux. Et le tissu n'avait pas du tout la texture du tissu, du drap que l'on faisait pour les Duffel-Coat. Qu'importe, papa s'y risque, il achète les brandebourgs, vous savez, c'est des boutons en bois qui sont adaptés à ce style de vêtements, et il le coud. Et je me retrouve avec un Duffel-Coat bordeaux en laine qui n'a rien à voir avec le Duffel-Coat classique. Alors, bon, il voit que j'ai une mine un petit peu déçue, donc il m'achète un dernier bouton qui était un sifflet. Et il me dit, tu vois, c'est original. C'est justement ce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas être originale. Moi, je voulais me fondre avec toutes les petites filles de mon âge. J'avais 8-9 ans. Je crois que j'étais déjà adulte, oui, mariée même, quand Marianne m'achète mon premier manteau. Je l'ai toujours gardé, il me plaisait énormément. Le problème, c'était de rentrer à la maison et de montrer le manteau à mon père. Comment est-ce que je pouvais oser acheter un manteau alors qu'il aurait très bien, si je lui avais montré le modèle, il pouvait le copier. Et j'avais vraiment ce sentiment de l'avoir trahi. Bon, je me décide à lui montrer, il le regarde, il le caresse, il regarde le tissu, il tâte, il le regarde sur toutes les coutures. Et je le vois dandoliner de la tête en disant « Oui, bon, et combien ça vous a coûté ?» Le docteur Orlégan, c'était le docteur
du quartier de Belleville. Il était juif, il était de Roumanie, je crois. Il avait cet accent où il roulait bien les airs. Il était formidable. C'était, comme à l'époque, un médecin qui s'occupait de tout. Il s'occupait de tout, on pouvait lui parler de tout. Il était conseiller en tout. Il aidait à trouver des appartements, il aidait à trouver du travail, il mettait les gens en lien. Et vraiment, avant de commencer une consultation, on passait par toutes ces questions et toutes ces discussions. C'est seulement après qu'on parlait de la maladie. Il venait à la maison et souvent il ne se faisait pas payer quand il sentait que c'était la morte saison et que c'était un petit peu difficile. Très discrètement, il demandait à maman « N'auriez pas un petit peu de bouillon ?» Je ne peux pas dire que j'ai eu une enfance très difficile. On était toujours à la maison. Jamais on allait à la cantine, à l'étude. Non, on rentrait. Les parents étaient toujours là. Le problème, c'était évidemment, ils ne pouvaient pas nous aider pour faire nos devoirs d'école. Et j'ai mis longtemps à comprendre le fonctionnement, qu'il fallait apprendre, qu'il fallait lire, qu'il fallait apprendre ses récitations à la maison. Mais comme les parents ne lisaient pas le carnet ni ce que j'avais dans mon cartable, je ne pouvais pas savoir qu'il fallait apprendre une récitation à l'avance. Donc je l'apprenais, moi, pendant le cours, à l'école. Si j'étais interrogée au début, je ne savais rien. Si j'étais interrogée à la fin, j'avais déjà eu le temps un petit peu d'apprendre. L'atelier était plutôt gai. On avait beaucoup d'artistes dans l'atelier. C'était souvent les artistes qui, le soir, jouaient au théâtre yiddish. Et lorsqu'ils repassaient, lorsqu'ils travaillaient, le mécanicien, le presseur, ils répétaient. Ils répétaient leur rôle. Et nous, on l'apprenait. Moi, je connaissais leur rôle par cœur. Et le soir, quand on allait à la représentation, on pouvait presque souffler. Comme artiste, on a eu surtout Tadek. Tadek est resté longtemps à la maison. Henri Guéraud, tout au début, a fait un passage aussi à la maison avant de repartir en Argentine. À la pleine saison, quand tout le monde travaillait, c'était gai. Il travaillait tard, il travaillait longtemps, mais c'était gai. Là où ça devenait beaucoup plus difficile, c'est quand mon père rentrait avec la toilette vide et que ça annonçait la morte saison. Dans les années 50, donc, on est arrivé dans le quartier de Belleville. La vie paraissait plus simple à Belleville. Les parents étaient entourés d'amis, de voisins, même les commerçants. Tout le monde parlait yiddish à Belleville. Et évidemment, ils étaient ouvriers à domicile, façonniers, on disait. Ils étaient façonniers, l'atelier était le cœur du logement. Et la plupart des ouvriers parlaient yiddish aussi. À la maison, on parlait yiddish. Sauf quand ils ne voulaient pas que les enfants comprennent, alors ils parlaient russe entre eux. Les parents souhaitaient quand même une bonne intégration pour leurs enfants. Et donc, même s'ils leur parlaient en yiddish, ils leur demandaient de répondre en français. Et ce n'était pas le souci de maman. Maman, elle pensait que de toute façon, le français, je l'acquérais. Elle voulait que je réponde en yiddish. Et nous, chez nous, dans la salle à manger, il y avait au mur quand même le portrait de notre grand-mère qui veillait sur nous. Ma grand-mère a été libérée à la mort de Staline, c'est-à-dire en 1953. Et les parents l'ont fait venir donc en 1955. En 1955, elle était à Paris avec nous avant de repartir en Israël. Et c'est là où j'ai pu enfin parler avec ma grand-mère. En 1955, ma grand-mère est arrivée d'Union soviétique et nous étions toujours à Belleville dans ce tout petit appartement. Et elle est arrivée avec un compagnon
que les parents ont très bien accueilli. Tout était étrange pour eux à l'Occident. Donc la première chose que mon père fait, il emmène son compagnon acheter une paire de chaussures. Et on lui demande sa pointure. Et il est extrêmement étonné qu'on lui apporte la deuxième chaussure, exactement la même pointure que la première. Les parents aussi ont voulu faire plaisir à ma grand-mère et à son compagnon. Ils l'emmènent un jour dans un cabaret. Et c'était un repas romantique, éclairé à la bougie. Quand ma grand-mère a dit « Je vois qu'ici aussi vous avez des problèmes d'électricité ». Maman ne me battait pas, elle ne me battait jamais, mais elle criait. Maman criait beaucoup. Elle était très nerveuse. Meine Mama ist gewesen sehr energische Frau. Sie hat gehabt in ihr sehr Sachleben. Ich weiß nicht, von wann sie vielleicht das nehmen, weil sie hat kemacht nicht gehabt, keine Kinderjahren. Sie gewesen allein. Kennst du ihren Namen? Sorelle. Ja, und dein Tate? Sie vielleicht rufen Lonje, Elias. Sie gewinnt voll mit Leben und mit Optimismus. Als ich etwas kläre, ich sage, was hat gesagt der Tate? Gut, es ist gut, was ich tue. Es ist nicht gut, was ich tue. Es ist allemal. La poupée, c'était ma petite sœur. Je n'avais pas besoin de poupée. Nous avions 3 ans de différence. Je me suis toujours occupée d'elle. Les parents travaillaient, ils avaient peu de temps. Je lui-même ai appris à lire et à écrire. Le jeudi, il y avait des patronages. Et nous allions au FOJ, le foyer ouvrier juif, qui se trouvait au 15 rue Béranger. Et là, Madame Waldman, la maman de Rachel Hertel, grâce à elle, nous avons appris donc, à chanter, à danser, à jouer, à réciter en yiddish. Ça a été, oui, mes premiers apprentissages en yiddish. Après, il y a eu toute la période des colonies de vacances. Les parents nous envoyaient, ils travaillaient, ils ne pouvaient pas nous garder l'été, ils nous envoyaient dans les colonies de vacances. Il y a eu les Andelys, il y a eu Verberie, il y a eu Bogève, Corvol, même Madame Zisman à la Varenne, Brunois, je pense que je les ai tous faits. Et là, les moniteurs parlaient yiddish aussi. Et donc, nous avons appris les premiers chants, c'était en colonie. Arum dem Feier, Chiribim, Chiribom. Moi, je n'aimais pas manger. Et maman me disait toujours, mais mange, bisdar et ashtekn. Et je ne pouvais pas manger. C'était un affront pour les parents qui avaient tellement manqué. Alors mon père usait de tous les stratèges pour me faire manger. Il s'asseyait, il se mettait par terre, il me trouvait des petits bancs, il mettait des poupées, des ours autour de moi. Die Mama hat gehabt a Sach Wörter, was jetzt kommen mir zurück. Zum Beispiel? Sie vielleicht sagen das so, wie du Bett zu Haus schlufst. Ja. Ich bin gewesen ein kleines Mädel, pflege verbetten dem Bett, sehr gut. Dennoch, als ich geworden ein bisschen älter, habe ich verstanden, was sie hat gewollt sagen. Und sie hat gewollt sagen, Arbeit, Lernen. Dennoch wird dein Leben sein leichter. J'avais peur de mon père, je le craignais. Je le craignais, il avait un regard, il était souvent silencieux. Et je le vois encore faire glisser sa ceinture. Ça voulait dire qu'il allait me frapper avec la ceinture. Et quand je voyais cette ceinture, qu'il la déboutonnait,
J'avais extrêmement peur. Jacinta, menig als klaar von mein Tate noch einmal hier. Ich glaube, als klaar von ihm jeder Tag. Jeder Tag. In amor euch het banacht. Komt, Pamelinke, stille Reit, mit seinen Wörtern, mit seinen Witzen. Ich sehe, ich höre. Pflegt solche Wörter oder Witzen, ich weiß nicht, ob es ist Wörter, pflegt sagen, als du lachst, lachen alle mit dir mit. Nur als du weinst, weinst du für dir allein. À propos de Unservort, j'aurais une anecdote. Papa, il faut dire, avait beaucoup d'humour. Il avait beaucoup d'humour, il ne savait pas répondre sans humour, sans autodérision. Ou alors il répondait à une question par la question, ce qui te faisait encore réfléchir. Il avait de l'humour, mais pas seulement dans son milieu juif. Il avait de l'humour tout le temps. Alors par rapport à Inzervort, c'est déjà à la fin de sa vie, il doit subir une opération chirurgicale, il est dans sa chambre, et le chirurgien passe la veille pour le voir. Monsieur Platkevitch, vous lisez l'hébreu? Ah, oui, je lis l'hébreu, mais là, docteur, c'est du yiddish. Vous en êtes certain, monsieur Platkevitch? Ah, mais docteur, si vous opérez comme vous lisez l'hébreu, j'ai de fortes craintes pour mon opération de demain. Das ganze Leben mit dem Witzelech. Ich bin sehr zufrieden, was gemacht. Dann muss aber stehen, aber ich hatte Tee mit dem Muggen. Nee, du sucht mir, ich soll keinmal nicht fragen, dem Räufer noch dem Keule. Weißt du das Singen? Ah? Weißt du, geht das Singen? Das Singen gefällt mir nicht. Was soll ich stehen? Ein anderer habe ich nicht. Les Witz racontés par nos parents, avec leur mimique, avec leur gestuelle, avec leur intonation, ça, plus jamais nous ne l'aurons. Quand je suis rentrée à la maternelle, non seulement pour moi les enfants ne parlaient pas le français, mais l'institutrice a trouvé que Shana, c'était un peu difficile. Déjà que Platkevitch, c'était très difficile à dire. Jamais on appelait mon nom correctement. C'était souvent Platkeviez, Et en plus, Shana, c'était vraiment lourd à porter. Elle a dit Shana, Anna, Annie. On va t'appeler Annie. Et je suis rentrée à la maison avec Annie. Ce nom, je l'ai porté pendant des années, puisqu'il était écrit sur tous mes cahiers. Un jour, j'ai décidé de récupérer mon prénom Shana, que je trouvais d'ailleurs très beau, mais c'était surtout le prénom de la mère de mon père. Mon père avait choisi ce prénom, et pourquoi est-ce qu'on me l'avait enlevé? Moi, avec Marianne, nous ne parlons pas yiddish, donc je n'ai pas appris à mes enfants à parler yiddish. Ils connaissent quelques mots, bien entendu, mes petits-enfants connaissent aussi, je leur parle quand je peux, mais c'est plus la langue maternelle, ça devient une langue culturelle. Dans les années 70, j'ai connu Marianne, avec qui je partage ma vie. Marianne est partie de Pologne, de Varsovie, en mars 68, après la campagne antisémite orchestrée par les autorités. Et comme il avait pris une part active dans le mouvement des libertés démocratiques, il a été arrêté, emprisonné et expulsé donc, de l'école polytechnique. Il a été privé de tous ses droits d'étudiant. Et c'est la raison donc, pour laquelle il est arrivé en France. Mais ses parents ont fait le choix de rester en Pologne, de ne pas quitter la Pologne. Ils étaient tous les deux communistes.
encore adolescents, ils ont quitté leur milieu familial. Ils allaient vers cet idéal communiste. Ils n'ont plus parlé yiddish. En 71, donc je fais leur connaissance. Eux ne parlent pas le français, moi je ne parle pas le polonais. Et tout naturellement, nous commençons à communiquer en yiddish. Alors qu'ils avaient mis à l'écart pendant 40 ans cette langue. Et chaque fois que j'allais à Varsovie, nous allions ensemble au théâtre yiddish d'Ida Kaminska. Et moi, quand j'étais à Paris, je leur enregistrais des cassettes audio avec tous les chanteurs yiddish que nous avions ici à Paris. Et je leur envoyais et ils les écoutaient en boucle dans leur cuisine. Les dictons. Alors, les dictons, il y avait beaucoup d'injures. En yiddish, énormément d'injures. Ils disaient « Indrer darein ». Ça, c'était soll wachsen, also wie Zwiebeln mit dem Kopf und Drehen. Par contre, il y avait de très jolis mots et il y a beaucoup de douceur dans la langue yiddish. Et par exemple, ne serait-ce que les prénoms. À la maison, on m'appelait Hanele. Ma sœur, on l'appelait Brochele. Il y avait toujours cette douceur. Quand on m'appelait Hane, c'est que maman était vraiment pas contente après moi. Le dimanche, le glousteil, les gâteaux, il y avait toujours beaucoup d'opulence. Alors on était pauvres, mais à manger, il y avait toujours. Les femmes cuisinaient, faisaient beaucoup de pâtisseries. Ils se réunissaient, tous les amis se réunissaient chez les uns, chez les autres. Il y avait toujours beaucoup d'enfants. Parce que jamais ils nous ont vraiment beaucoup... parlaient pas de ce qui s'était passé. Mais c'était lors de ces réunions qu'on apprenait. Je me souviens qu'il disait bis gewesen Dorten. Et Dorten, ça signifiait les camps. À la fin des années 80 et début des années 90, je rejoins le séminaire de Rachel Hertel. C'était donc à l'université Paris 7, rue Charles V. Rachel Hertel avait mené une bataille. Pour elle, il fallait que la littérature soit traduite en français, mais à partir du yiddish. Alors que jusqu'à maintenant, la littérature était traduite à partir d'autres langues comme l'anglais, l'allemand ou le russe. Et nous étions donc un groupe d'une quinzaine d'étudiants. Et avec Rachel Hertel, nous avons étudié les écrivains tels que Gladstein, Markisch, Kuhlbach, Joshua Singer, Suskever. Voilà, ça c'était vraiment les écrivains avec lesquels Rachel aimait beaucoup travailler et traduire. Vilna. Sur tes remparts, un homme se promène en talet. Seul dans la nuit, il veille sur la ville. Il guette les rues anciennes qui conduisent au lieu de prière, crépite tel un cœur enroué, poussiéreux. Tu es un psaume écrit en lettres de fer et d'argile. Chaque pierre est une prière, chaque mur une mélodie. Lorsque la lune, douce comme le miel, inonde tes ruelles et que resplendit livide la nudité glacée, tes joies sont tristesse, écho des contrebasses. Après ces quelques années, j'ai ressenti le besoin de chanter. Et j'ai eu envie donc de chanter en yiddish. Alors nous nous sommes réunis les uns chez les autres au début dans des appartements. Donc Fanny Amiel nous dirigeait, nous chantions à l'unisson. Fanny Amiel qui était la maman de Lise Amiel-Gutmann. Et donc on chantait à l'unisson. Après nous avons formé une chorale et avons commencé à chanter pour les commémorations. Lorsque Fanny nous a quittés, Jacques Robert a
a créé et animé un atelier chanson. Et toutes les semaines, il arrivait avec une création. Je me souviens de Perestroïka, Al Capone, Don Juan. Ce dont je me souviens, c'était pour le 50e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie. Nous avons chanté au mémorial. Et là, c'était une émotion incroyable quand on a chanté « Wir leben ewig, wir sein in du ». Jacques était un poète avec une sensibilité artistique et vraiment il était extrêmement doué. Un jour, je lui ai demandé de venir chanter pour les 70 ans de maman et il m'a répondu « mais pourquoi moi ?» Et j'ai insisté, il est venu parce qu'il chantait russe, il chantait en russe. Et il a chanté pour maman, pour ses amis, toute la soirée. Il a chanté en yiddish et en russe, il a raconté des histoires. Et c'était une soirée aussi inoubliable. Après, j'ai rejoint la chorale de la rue du Renard, la chorale Mitatam. Là, c'est Jean Gelchevit qui nous dirigeait. Il nous a dirigés pour les films de Jean-Jacques Zilberman. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes, avec Josiane Balasco, il y avait Bénichou, il y avait Catherine Hegel. Un homme est une femme comme les autres aussi. Et il y avait plusieurs scènes où nous chantions en yiddish. Après, c'est Hélène Ferrand qui l'a remplacée. Et avec elle aussi, on a eu de grands moments, parce que ça a été la période où nous avons, avec le comité de scène, participé donc, à la pose des plaques dans les écoles en commémoration des enfants assassinés. Nous avions fait ce petit carnet avec la chorale Mitatam. C'est vraiment artisanal, mais il ne m'a pas quitté, on l'avait toujours dans sa poche. Shabbos, 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 Shabbos. Der Milnertränen. Wie viel Jahren seine Parfum, seit ihr bin Milnertodom. Je n'ai plus de voix. On chantait aussi en hébreu, Erev Shel Shoshanim, Der Halvet-Beis, bien entendu, Idel mit Nifil, bien entendu, tous les classiques. Donna Donna, encore un classique. Et puis, évidemment, le chant de Hirschglick. Zo niet keinmal. So nicht keinmal, als du gehst dem letzten Weg, gut schimmeln bleiene, verstellen bleue Tag. Kommen, wenn noch unser ausgebänkte Schädel, es wird erbeugt unser Trott, wir seinen da. Ay Carmela. Una pastora. Une fois, c'était, je crois, pour mes 60 ans, Marianne décide d'organiser une fête. Bon, il faut 3 ingrédients pour que la fête soit réussie: hareng, vodka et musique juive. Il fait appel à Jacinta. Et Jacinta nous a donné alors un récital extraordinaire. Elle a chanté toute la soirée, elle a chanté. On l'applaudissait, elle revenait et elle chantait. Et ça a été encore une soirée inoubliable. Mes parents étaient là. Ils étaient devant, ils buvaient ses paroles, ils étaient éblouis par son talent, par l'expression, par son interprétation et sa voix chaleureuse. J'ai travaillé de longues années au tribunal de grande instance de Bobigny. Le département de la Seine-Saint-Denis comportait et comporte encore, peut-être même un peu plus aujourd'hui, 130 nationalités différentes. Il a été recensé plus de 180 langues parlées. Et dans mon bureau, je recevais des gens qui parlaient énormément de langues et de dialectes.
Et souvent, ils étaient accompagnés d'enfants en âge scolaire, qui venaient les aider pour traduire et expliquer la situation parfois compliquée de leurs parents. Et là, je me revoyais, moi, enfant, je me retrouvais dans la petite chinoise qui venait aider ses parents, dans tout cet imbroglio administratif et juridique. Et le yiddish m'a rattrapée. Je parlais de ma langue et je parlais de l'enfant issu de l'immigration qui était arrivé aussi sans rien et qui s'est issu, enfin, grâce à la République française et à l'école. Métro sortie, je l'ai écrit d'abord pour mes enfants, pour mes petits-enfants. J'ai voulu rassembler un peu tout ce dont je me souvenais de cette période à Belleville, ce quartier, les amis de mes parents. Et surtout, j'ai pu faire revivre mes parents tels qu'ils étaient jeunes. Mes enfants ont toujours connu papy, mamie, et surtout pour mes petits-enfants qui ne les ont pas connus. Ils sont capables maintenant de parler de mamie Sarah, papy Lonia. Ils connaissent tous leurs travers, leurs dictons, ils se font une image d'eux. Ma petite fille qui a 6 ans, Isor, elle demande à lire, à ce que sa maman lui lise un paragraphe, un chapitre. Et elle me pose des questions. Ça me fait beaucoup plaisir. Comme je disais, la langue yiddish n'est plus une langue maternelle, mais c'est une langue qui peut être une langue culturelle. Il y a la musique, le théâtre, les chorales qui se sont multipliées, les universités dans le monde entier. Et des gens, même non juifs, veulent parfois apprendre le yiddish. Un jour, je reçois un appel de Georges Moustaki. Pouvez-vous m'aider à la diction et la prononciation d'une chanson que j'ai écrite et que je souhaiterais chanter en yiddish? Et nous passons des heures et des heures, parce que Georges Moustaki, il parlait beaucoup de langues, mais le yiddish lui était vraiment étrange. Et mot à mot, nous avons réussi à ce qu'il chante les mères juives. J'avais le sentiment, à la fin de la journée, qu'il parlait yiddish. Mais ça, c'était son talent. Et le mage m'envoyait aussi des interprètes, des chanteurs. À l'enterrement de Georges Moustaki, il y a eu beaucoup de chants, nous avons beaucoup chanté. Mais le chant qui l'a accompagné en sa dernière demeure a été les mères juives. Die Mama vielleicht euch andere Wörter, was mir geblieben euch hätten sie kommen. Sie vielleicht sagen, sei nicht kein Berge, was ist zu viel, ist zu viel. Sie ist Zeit für alles. Die Mama vielleicht sagen, nur wenn das Masel kommt, stell ihm nach still. Das Rädele soll sich schon drehen, bringen meine Masel zurück. Die Welt, sie ist doch beschaffen, für alle Menschen gleich. Wo nimmt man ein bisschen Kutsch, ein klein bisschen, wo nimmt man ein bisschen Glück? Wo nimmt man ein bisschen Kutsch, ein klein bisschen, wo nimmt man ein bisschen, nur ein bisschen.